La souffrance est importante. Point 73. L'anxiété est douloureuse. Rien n'est comparable à cette souffrance. Elle est extrêmement intime et extrêmement solitaire, et se manifeste de pair avec la sensation écrasante que personne sur cette terre n'est susceptible d'en comprendre l'intensité et la virulence. Le déferlement de vos pensées n'appartient qu'à vous, un peu comme l'odeur particulière de vos draps après une grippe. Ce sont toutes les pensées que vous avez eues au cours de votre vie, réunies en une fois, d'un seul coup. Personne ne peut comprendre autant de pensées. Raison pour laquelle, quand on me demande « Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'inquiète ?» je suis incapable d'expliquer. Pourtant, l'anxiété ressemble aussi à une souffrance originelle, humaine, que nous connaissons tous. Nous l'éprouvons dans ses profondeurs extrêmes. Elle a quelque chose de primaire. Le tableau d'Edvard Munch, Le Cri, est la douleur de l'anxiété en peinture à l'huile. On dirait qu'il la peint dans une crise de panique. J'étais là, tremblant d'anxiété, et j'ai ressenti un cri infini traverser la nature. Effectivement, c'est comme ça que je ressens l'anxiété, moi aussi. Elle émerge des profondeurs primitives et surgit violemment pour s'exprimer. La souffrance de l'anxiété est unique également, en ce sens qu'il ne semble pas qu'on ait prévu de mécanisme dans notre expérience collective pour l'étancher. La douleur de la faim vous pousse à manger. La soif vous pousse à boire. La peur courante vous pousse à fuir, à vous défendre, à agir ou à trouver une solution. Toutes ont un aboutissement plutôt agréable qui donne de la valeur à la souffrance. Mais l'anxiété ne nous guide pas vers sa résolution. Au contraire, comme nous l'avons déjà évoqué, il semble qu'elle nous rende encore plus anxieux. Donc, oui, l'anxiété est douloureuse de bien des façons, et si nous passions à autre chose maintenant. Point 74. Juste au moment où je commençais à écrire ce livre, je suis partie un mois dans un centre médical ayurvédique sur un terrain boueux à Coimbatore en Inde. L'Ayurveda est une approche indienne ancestrale, profonde et intuitive du bien-être. Le yoga, tel que nous le connaissons aujourd'hui, toutes les techniques de méditation et une bonne partie des principes diététiques auxquels j'adhère sont issus de cette tradition vieille de plus de 5000 ans. Certains disent 10 000. Le bouddhisme est né de cette tradition il y a 3000 ans. Ma maladie auto-immune continuait à s'aggraver et on m'avait dit que la pratique ayurvédique du panchakarma était très bénéfique dans le cas de thyroïdite de Hashimoto. Alors, je me suis inscrite. Comme on pouvait s'y attendre, j'ai passé des heures à rechercher sur Internet le centre ayurvédique le plus authentique du monde. J'ai opté non pas pour l'un des établissements confortables du genre spa, mais pour la solution la plus austère. Cela voulait dire vivre dans un centre médical avec les malades de la région, où l'on était suivi quotidiennement par un médecin et un thérapeute. Ce genre de centre médical ne cherche pas à ressembler à autre chose qu'à un endroit sinistre. Et on aurait dit que tout avait été étudié pour titiller le plus souvent possible mon anxiété. Je n'avais pas le droit de prendre de bain, de me déplacer, d'utiliser Internet, ni de lire. Le soir, un thérapeute me baignait dans de la poudre de haricots mungo et de l'eau tiède, pendant que les moustiques m'attaquaient. Il n'y avait ni papier toilette, ni serviette de toilette. On nous donnait des torchons élimés avec lesquels nous nous tamponnions. Il n'y avait ni télévision, ni air climatisé, ni daiquiri au bord de la piscine. On nous avait également dit de ne pas penser au sexe. Mais dans ces circonstances, je n'étais vraiment pas tentée. Au bout de 3 semaines au centre,
J'étais aux prises avec toutes sortes de douleurs physiques et psychiques. La mousson avait commencé. Les moustiques continuaient à me dévorer. La moisissure s'étendait sur les murs. Je m'allongeais chaque jour sur mon petit lit en bois, les cheveux sales, enveloppés dans un vieux chiffon, et regardais le plafond. Je gémissais dans l'humidité. Un matin, le docteur Ramada, le spécialiste qui m'avait été assigné, est venu me voir. Il s'est assis sur mon lit et nous avons commencé à parler de ma tendance, quand je suis mal, à fuir la souffrance, à me réfugier dans des solutions irréfléchies et des compulsions. Ses yeux clairs souriaient à travers ses lunettes sales. Pourquoi nous attendons-nous tous à être heureux? Nous sommes tous sortis de nos mères en pleurant. Nous sommes faits pour souffrir, m'a-t-il dit. Cela m'a rappelé un vieux tweet d'Alain de Botton qui avait déclenché une discussion sur Twitter. Le bonheur est généralement impossible au-delà d'un quart d'heure. Nous sommes les descendants de créatures qui, avant tout, s'inquiétaient. Effectivement, les grands inquiets de l'histoire sont ceux qui, les premiers, ont vu un rhinocéros chargé, ont monté un plan d'action au cas où un tigre pénétrerait dans le camp, ont peur que les herbes ramassées ce jour-là soient toxiques. Cette terreur est dans nos gènes et nous l'emportons jusque dans les salons de nos pavillons de banlieue, dans les fontaines à eau de nos bureaux, dans nos chambres Ikea. L'inquiétude est notre fonction par défaut. J'ajoute à cela que nous, les humains, sommes les seules créatures de la planète incapables de dormir, même quand nous en avons besoin ou envie. J'ajoute également ceci. Nous sommes les seules créatures ayant la capacité, non, la propension plutôt, à réfléchir sur l'inéluctabilité de notre mort. C'est vrai et c'est douloureux. J'ai lu une critique du livre de Jean-Paul Sartre, La nausée, un soir où je gardais les enfants de mes voisins, à la fin de mon adolescence. Je crois que je lisais comme une lycéenne. Les idées étaient une révélation. Il ne m'avait jamais traversé l'esprit qu'on puisse trouver douloureux la contemplation de son existence. Des années plus tard, j'ai lu le livre original. J'ai été réconfortée. Et j'ai continué à étudier l'existentialisme français puis allemand. Ce qui est intéressant, c'est que dans les années 1930, la nausée a été célébrée comme une magnifique expression de l'essence de la condition humaine. Aujourd'hui, le protagoniste, Roquentin, un jeune trentenaire solitaire, malade d'avoir pris conscience qu'il vivait dans un monde dénué de sens, recevrait le diagnostic de troubles anxieux généralisés et se verrait prescrire des antidépresseurs ou des séances de thérapie cognitivo-comportementale. Point 75. C'est dans une parfaite synchronicité que j'ai rencontré Brené Brown. C'est drôle, là aussi. Il y a eu 3 signes. Je crois que j'ai déjà mentionné ma règle. Au bout de 3 fois, je passe à l'action. En une semaine, on a mentionné devant moi à 3 reprises la scientifique de l'université de Houston, autrice de La force de la perfection. Tu devrais lire Brené Brown et télécharger sa conférence sur TED.com, Le pouvoir de la vulnérabilité. Plus de 25 millions de personnes l'ont déjà fait. Tu vas adorer cette femme, m'a-t-on dit chaque fois. Qui était donc cette Brené? Sur Google, j'ai appris qu'elle était surtout connue pour ses recherches sur la nature de la vulnérabilité jusqu'au point de rupture et son plan d'action super courageux pour vivre une vie épanouie. Une angoissée comme moi. Je l'ai donc contactée pour lui demander de m'accorder une interview pour la rubrique que j'écrivais sur les moyens de vivre mieux. Elle a répondu au bout de 2,378 minutes en m'annonçant qu'elle devait justement venir en Australie, 3 jours plus tard. Bam! Quand nous nous sommes retrouvés à Sydney dans la mairie d'une ville de banlieue, où elle devait donner une conférence,
Je lui ai parlé de ma façon de passer à l'action lorsque j'ai reçu 3 signes. «Je fais la même chose», s'est-elle exclamée. Nous avons trouvé cela amusant et nous nous sommes mis à comparer tous les autres trucs bizarres que nous faisions pour appréhender la vie et l'anxiété. Pour sa part, elle récite souvent la prière de la sérénité. Je fais aussi tourner un anneau de méditation quand je vais mal, et je répète ce mantra: choisis la confort plutôt que le ressentiment. Freud pensait que l'anxiété nous connectait non seulement avec des menaces extérieures, des rhinocéros qui chargent, des gens douteux dans les ruelles, le fait qu'il n'y ait plus de lait, mais aussi à des menaces internes et aux besoins de développement. L'inconfort que mentionne Brené Brown est peut-être porteur de ce développement. L'anxiété est le signe que nous avons besoin de mouvement et de changement dans notre vie. Il faut simplement l'accueillir, 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 dit Brené. Elle aussi a cessé de consommer du sucre et de la caféine pour mieux faire face à son anxiété. Nous sommes restés dans cette pièce au fond de la mairie à parler à toute allure, en nous prenant les mains quand nous abordions des sujets intimes. Nous avons pleuré. Vous savez, les larmes qu'on verse quand on se reconnaît. Nous étions samedi après-midi et tout paraissait hors du temps, comme quand on sort du cinéma en plein jour. Point 76. Comment accueille-t-on la souffrance provoquée par l'anxiété? D'accord, on entend souvent dire ce genre de recommandations, mais qu'est-ce qu'on en fait? Un banal mardi quand on déprime et qu'on n'a aucune tolérance envers tout ce qui peut ressembler à une invitation à tirer une carte des anges. On peut l'accueillir en lui parlant. «Bonjour, ma vieille amie, tu es un peu en manque d'affection aujourd'hui. Parle-moi. Oui, tu es en colère aujourd'hui. Tu t'es logé juste sous mon plexus solaire. » On peut ressentir l'inconfort physique et le trouver intéressant à observer. Je regarde la tension monter dans ma mâchoire, dans ma nuque, comme si elle voulait s'étendre et mordre, et ma hanche droite, ma jambe dominante prête à me faire bondir. Je me mets à pleurer face à autant de solitude. On peut se regarder, essayer de noyer l'inconfort sous une poignée de chips de maïs, du chocolat ou de l'avoine crue. On peut reconnaître ce qu'on est en train de faire. Je n'ai pas l'habitude de manger n'importe quoi, je suis simplement en train de mettre de la nourriture par-dessus mon anxiété. On peut s'accorder le droit à l'erreur. Ma faiblesse est d'être incapable de me tromper. Attention, ne vous méprenez pas, je me trompe souvent, mais je déploie une grande force de persuasion pour me justifier avant qu'on s'aperçoive de l'erreur que j'ai commise. Il n'y a pas longtemps, je me suis fait reprendre sur un fait, trop personnel pour être dévoilé ici, désolé. Je ne savais plus où me mettre. Admettre ma culpabilité a aussi impliqué de décevoir beaucoup de gens et de passer pour une idiote. Une double claque de honte. J'ai eu une envie désespérée de bombarder la confrontation de grandiloquence et de raisonnement visant à faire diversion. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai accueilli mon agacement et j'ai fini par dire « Je me suis trompée, je suis vraiment désolée ». Il s'est alors produit une jolie chose. L'autre personne s'est adoucie et a simplement répondu « Ce n'est pas grave, je vois bien que tu es désolée ». On perd parfois du temps. Oh là là, c'est justement ce qui peut nous arriver de pire à nous les anxieux. Le sentiment que l'anxiété nous gâche la vie. Il faudrait que je fasse des choses plus productives, il faudrait que je sois plus efficace, je ne devrais pas être en train de glander en position fœtale, paralysée et sonnée sur le sol de ma chambre. La vie est en train de filer, les enfants de mes amis sont en train de devenir des adultes et de me dépasser. Non, arrêtez, laissez le temps passer, sans que rien de productif ne se produise en apparence. L'anxiété est importante. Elle est le signe que quelque chose est en train de se produire. Et cela peut éventuellement
passer par l'arrêt du traitement, pour voir ce qui se passe. Dans Prozac, le bonheur sur ordonnance, Peter Kramer affirme que quand on prend des médicaments, on ne fait pas disparaître l'anxiété, on fait disparaître son âme. C'est une déclaration discutable. Mais une fois encore, je ne connais personne qui soit sous traitement médicamenteux qui n'ait eu le sentiment pénible à un moment donné, tous les jours, que ces médicaments étouffaient quelque chose d'important qui demandait à s'exprimer. Mon ami Joseph m'a dit qu'il a arrêté le Lexapro quand il a pris conscience de cela. Le stress et l'anxiété étaient des signaux d'alarme de mon cerveau et de mon corps, m'a-t-il dit, comme la douleur qui vous fait retirer la main du feu. Ils faisaient simplement ce qu'ils étaient censés faire, à savoir me dire que quelque chose clochait. En l'occurrence, sa vie professionnelle prenait trop de place au détriment de sa vie de famille. Qu'il fallait que je change quelque chose. Les médicaments débranchent l'alarme. Donc, il a arrêté son traitement, réduit ses heures de travail et déménagé pour avoir une meilleure qualité de vie. Point 77. Accueillir l'anxiété, c'est rester encore un peu, encore un peu, encore un peu, pour voir ce qui se passe. On tente l'expérience avec curiosité. Voyons ce qui va se passer. C'est ce que dit Tim, mon prof de méditation. Voyons, toi et moi, et les rouages de l'univers. Observons simplement ce qui se passe si tu ne luttes pas, si tu restes simplement. C'est ce que je fais. Je reste dans la gadoue, le bourbier. J'aime bien l'idée de ne pas être seul, l'idée que nous sommes là, tous ensemble. Ce n'est pas facile. Je ne pense pas que quiconque ait dit un jour qu'accueillir son anxiété le serait. Point 78. Un jour, j'ai trouvé à un arrêt de bus en Andalousie un exemplaire déchiré et abondamment souligné de « Découvrir un sens à sa vie » du psychiatre autrichien Viktor Frankl. À en croire le tampon mauve délavé sur l'intérieur de la couverture, il avait été volé dans une bibliothèque en 1976. C'est un livre magnifique. Viktor Frankl est un survivant de l'Holocauste qui a passé 3 ans dans des camps de concentration et de travail allemand. Il a écrit ce petit livre en 9 jours, juste après sa libération. Il y décrit ce qu'il a observé comme étant la seule qualité humaine distinguant ceux qui ont survécu au camp de ceux qui n'ont pas survécu. Il en a conclu que les prisonniers qui en sortaient, tout juste vivants, étaient ceux qui nourrissaient leur vie intérieure. En fait, les hommes les plus sensibles, ceux qu'on aurait imaginé s'écrouler les premiers dans ces conditions d'horreur inimaginables, sont ceux qui ont le mieux survécu. Pourquoi? Par nature, ils avaient tendance à ne pas résister à la douleur et ont puisé dans leur vie intérieure quand les circonstances s'aggravaient. C'est précisément ce qui les a sauvés. À l'inverse, ceux qui ont péri avaient tendance à fulminer contre la situation, à chercher des solutions à l'extérieur d'eux, à attendre que les facteurs externes changent. Ils se sont fait aspirer par l'horreur de la situation. Cette façon de s'accrocher à des choses extérieures les a épuisés sans leur offrir le réconfort ou la nourriture espérée. Frankl a également conclu que le but de la vie était de souffrir. Il est même allé plus loin. Le but de la vie est de souffrir bien. Il entendait par là descendre dans la douleur, la connaître sans la fuir, l'accueillir et trouver du sens au cours de ce processus. Pour être précis, Frankl pensait que trouver le sens de la vie était notre but ultime et que la souffrance nous y conduisait. C'est la chose la plus importante qu'un humain puisse réaliser, disait-il. Que vous soyez un prisonnier dans un camp de concentration, un enfant qui meurt de faim en Afrique ou un WAPS désespéré dans les embouteillages.
J'ai lu Découvrir un sens à sa vie au cours d'une randonnée dans la Sierra Nevada. Je venais de remettre le manuscrit de mon premier livre, C'est décidé, j'arrête le sucre, à mon éditeur. Je vivais toujours dans mon cabanon de l'armée, dans la forêt, mais je passais de plus en plus de temps à Sydney pour donner des conférences et mettre en place mon site internet. L'équipe du National Geographic, spécialiste des zones bleues, m'avait invité à la rejoindre en Grèce, à Ikarie, pour participer à l'étude sur les modes de vie des habitants qui vivent le plus longtemps sur la planète. J'avais rencontré leurs responsables par le biais des commentaires sur mon blog. Nous avions sympathisé en discutant de la vie et en échangeant nos histoires de randonnée à VTT. L'invitation était assez fascinante et il me tardait à l'époque de me lancer dans cette nouvelle aventure. En m'y rendant, j'avais fait une halte en Espagne, décision de dernière minute. Là, j'ai fait une randonnée de 5 jours dans un paysage rocheux et aride. J'avais conçu mon parcours de sorte que les villages se trouvent entre 6 et 9 heures de marche les uns des autres, sans rien au milieu. Je suis partie seule, avec à l'épaule un vieux sac de course de Byron Bay Market. Au petit déjeuner, je mangeais 2 omelettes et buvais du café dans ce qui était souvent le seul restaurant du village, trimballant dans mon petit sac de course une brosse à dents, du dentifrice, des bouchons d'oreilles, une bouteille d'eau, un concombre, une orange, quelques tomates, une carte topographique et mon téléphone, qui me servait de boussole. Et Frankel. Je ne voyais personne. Certains jours, je croisais un âne. Je me parlais toute la journée. Les pensées déferlaient, les idées passaient sur mon chemin sans que j'aie besoin de les saisir, ni de les enregistrer, ni de les partager sur les réseaux sociaux. Il faisait chaud, 40 degrés, et je portais des chaussures de course sans semelle amortissante. J'avais faim, soif, j'étais perdue et j'avais peur. C'était une toile de fond idéale pour lire Frankel. Tous les après-midi, je trouvais une place à l'ombre et lisais un chapitre ou deux. Il va de soi que cette randonnée n'était en rien comparable avec l'expérience de Frankel dans les camps. Mais le message sous-jacent de son livre, celui qu'il souhaitait diffuser à un lectorat plus large que les survivants à la barbarie nazie, était que la souffrance, quel que soit son degré, était une chose à accueillir et non pas à fuir. Le simple fait de mettre un pied devant l'autre m'a immergé dans une rudesse rarement expérimentée jusque-là. C'était douloureux, et au bout de 5 heures, tout en moi voulait que cela s'arrête. On peut résister à cet inconfort, trouver les mouches insupportables, céder au ressentiment, se torturer avec le besoin impérieux de trouver de l'eau et le repas que vous avez imaginé dans votre tête, ce fichu repas dont vous vous répétez en boucle les composants. Ou alors, on peut prendre sur soi et l'accueillir. Et alors il se passe quelque chose. On entre dans le sillage du mouvement et le calme de la non-pensée. On n'a pas le choix, sinon on vomit ou on a un accès de haï. Sérieusement, vous êtes-vous déjà retrouvé dans cet état où toute pensée consciente, inattentive ou résistante, vous rend trop nauséeux pour continuer? Il faut aller au fond des choses si on veut pouvoir arriver jusqu'à l'eau et au repas. Quand cela se produit au cours de longues marches que je fais, 1 ou 2 fois par an, je finis par faire partie du paysage. Les pensées s'arrêtent. Encore 1 heure ou 2 et je fais partie du tout. Un profond sentiment de sagesse. La sensation de me laisser porter par le courant m'envahit. La marche me permet de prendre conscience de la valeur de l'ouverture à la souffrance plutôt que de la résistance. À l'instar de l'anxiété, l'une comme l'autre me font puiser dans ma vie intérieure et me rapprocher de moi-même. Point 79. La plupart des gens aspirent au bonheur,
mais se sentent modelés par la souffrance, écrit David Brooks dans The Road to Character, que j'ai lu clandestinement dans ma chambre sinistre du centre médical de Coimbatore. Le bonheur fait plaisir, c'est sûr, mais la richesse et la profondeur me parlent beaucoup plus. La quête du bonheur n'a jamais été mon genre. Courir après son plaisir personnel m'a toujours semblé vain. Les choses joyeuses, comme les cercles de tambour ou les fêtes, me mettent mal à l'aise. Elles ressemblent souvent à un moyen d'éviter la souffrance. Si c'est l'effet secondaire d'une expérience qui me rapproche du sens des choses, alors c'est différent. Il peut sembler ironique que toutes les recherches sur le sujet finissent par montrer que ceux d'entre nous qui préfèrent investiguer sur le sens de la vie tendent à être plus heureux que les autres. Je ne plaisante pas. Il y a des tas de recherches qui le montrent. Un psychologue de l'Université d'Arizona, auteur de l'une des plus grandes études sur le sujet, a déclaré : « Nous avons trouvé cela très intéressant, car on aurait tout aussi bien pu observer le contraire. Don't worry, be happy. Et découvrir que tant qu'on nage à la surface de la vie, on est heureux, et que si on plonge dans ses profondeurs existentielles, on se sent malheureux, a-t-il dit. Selon lui, investiguer engendre un bonheur plus profond, car cela incite à trouver et à donner du sens à notre vie, et parce que nous sommes des animaux sociaux qui ont envie et besoin de se lier aux autres. Hugh Mackay, chercheur australien en sciences sociales et auteur de The Good Life, s'oppose à l'idée de faire de la quête du bonheur une stratégie de vivre. La quête du bonheur, dit-il, me semble être une idée vraiment dangereuse, car elle a simultanément engendré une maladie dans la société occidentale, à savoir la peur de la tristesse. J'aimerais qu'il y ait, ne serait-ce que pour une année, un moratoire sur le mot bonheur, et qu'on le remplace par le mot plénitude. Posez-vous cette question. Ceci contribue-t-il à ma plénitude? Et si vous passez une mauvaise journée, la réponse est oui. Souvenons-nous de cela, nous, les anxieux, qui trouvons que le bonheur est parfois une chimère insaisissable et qu'on accuse souvent de prendre la vie trop au sérieux. Explorer et chercher notre raison d'être, oui, c'est autre chose, est ce dont la plupart d'entre nous a besoin.